Après 1370 morts et plus de 60 000 cas répertoriés en Chine, l'épidémie du coronavirus devient plus qu'une crise sanitaire et commence à avoir des répercussions économiques et politiques sur le pays. Ce matin, les autorités chinoises ont d'ailleurs annoncé que le numéro 1 de la province de Hubei, qui est le berceau de l'épidémie, a été démis de ses fonctions. Il est le dernier d'une série de licenciements qui a eu lieu cette semaine suite à de vives critiques dans l'opinion publique chinoise au sujet de la gestion de la crise. On parle de tout ça avec notre politologue Benoît Lapierre. Benoît, bonjour. Salut, Émilie. Quand on parle là, de 1370 morts, plus de 60 000 cas répertoriés, c'est des chiffres qui proviennent du gouvernement chinois. Est-ce qu'ils sont crédibles ou on peut penser que Pékin tente de minimiser la gravité de la situation? Du côté médical, ça, je pourrais pas vous dire, je suis pas médecin. Toutefois, du côté politique, c'est pas la première fois que la Chine essaie de minimiser les crises qu'il y a à l'intérieur de son pays. On sait que la Chine a dit que l'épidémie avait commencé en janvier, tandis qu'on a des preuves que toute la crise a été débutée en décembre, puis peut-être même un petit peu avant. On sait aussi qu'ils traquent les lanceurs d'alerte et qu'ils les punissent. On sait notamment que le docteur qui avait premièrement lancé l'alerte a été menacé justement à cause de ces informations-là. Une autre chose, le quotidien Japan Times a fait quand même une grosse étude là-dessus sur la censure en Chine par rapport au coronavirus et il avait déjà démontré que même au mois de décembre, le gouvernement chinois éteignait justement chacune des fois qu'il y avait une nouvelle qui sortait sur cette épidémie-là. On voyait le trafic Internet qui montait sur la nouvelle et après ça, pouf, le trafic était rendu à zéro. Donc ça, c'est d'autres preuves que justement le gouvernement chinois a tenté, au moins au début, de minimiser l'affaire. Maintenant que la situation est beaucoup plus sérieuse, c'est plus difficile pour lui de se cacher et justement peut-être qu'il essaie de jouer la transparence maintenant. Par rapport aux chiffres, les chiffres doivent être très bons dans les villes, mais côté logistique, les organisations en campagne, c'est vraiment pas la même chose que dans les villes, donc le chiffre est peut-être vu un petit peu à la baisse. Peut-être que les vrais chiffres sont un petit peu plus hauts que ça. Mais pourtant, on voit quand même là, que le gouvernement fait de gros efforts pour contenir la propagation. On peut penser à la mise en quarantaine de plusieurs villes, au fameux hôpital qui s'est construit en une semaine aussi. Là. Oui, justement, l'hôpital, le fameux hôpital, c'était plus un coup de com'. Quand on regarde, c'est vraiment un hôpital, c'est vraiment des pièces préfabriquées mises un côté de l'autre. Et le but, c'est pas vraiment de traiter les patients dans cet hôpital-là, c'est vraiment plus un gros bâtiment pour la mise en quarantaine des patients qui sont déjà détectés avec le coronavirus. Par rapport à la mise en quarantaine de plusieurs villes, oui, c'est quelque chose c'était un tour de force logistique de le faire, mais les autorités sont peut-être pris un petit peu en retard pour le faire. On sait que dans la ville de Wuhan, le berceau de l'épidémie, c'est une ville de 11 millions d'habitants, et avant que la ville soit en quarantaine, il y a quand même eu environ 5 millions de personnes qui ont réussi à sortir de la ville avant que la ville soit mise en quarantaine. Une autre chose, c'est que il y a des observateurs de l'Organisation mondiale de la santé qui ont fait des demandes pour faire des recherches justement sur le terrain en Chine. Ils ont fait leur demande au mois de décembre et c'est la semaine passée qu'ils ont eu l'autorisation finale de pouvoir rentrer sur le terrain pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Donc encore une fois, oui, les mesures sont très bonnes en ville, sauf que il y a vraiment des grandes régions de la Chine qui sont vraiment moins industrialisées, que les infrastructures sont vraiment moins bonnes que dans les grandes villes. Donc encore là, la réponse à l'épidémie est excellente dans les villes, sauf qu'en campagne, on a vraiment des gros doutes sur la capacité d'action du gouvernement à gérer cette crise-là. Et c'est jamais le bon moment là, pour avoir une épidémie, mais tu disais quand même que c'est un moment qui est particulièrement mauvais pour la Chine de devoir gérer ce genre de situation maintenant. Oui, il y a plusieurs facteurs là-dessus. Premièrement, il y a la crise à Hong Kong qui s'allonge et il y a vraiment beaucoup d'observateurs internationaux qui regardent la situation de la Chine en ce moment. Et une autre chose du côté économique, c'est que la Chine était déjà en ralentissement économique depuis un certain temps. On sait qu'il y avait la guerre économique entre les États-Unis et la Chine qui a fait mal, mais il y a aussi fin novembre, peut-être plus les agriculteurs qui vont nous écouter vont peut-être avoir entendu cette nouvelle-là, mais fin novembre 2019, il y a eu une grosse épidémie de peste porcine africaine qui a forcé le gouvernement chinois à tuer 300 millions de porcs. Donc,
Ça, déjà là, ça faisait de l'inflation sur les produits de consommation locale. Donc, toutes ces choses-là mis ensemble font que si l'épidémie devrait durer, on estime qu'il y aurait peut-être 3% du PIB chinois qui pourrait être infecté. Et compte tenu que la Chine s'est rendue un très gros morceau de l'économie mondiale, c'est environ 20% du PIB mondial, on compte que si l'épidémie dure, ça pourrait amputer 1%, 1,5% de moins sur le PIB mondial pour l'année 2020. Et justement, avec 20% du PIB mondial, les répercussions économiques devraient se faire sentir ailleurs dans le monde aussi, j'imagine? Oui, il faut savoir que la Chine est vraiment rendue un pays central dans le commerce international. Oui, pour l'offre, pour tous les produits qu'ils fabriquent et qu'ils vendent, mais aussi pour la demande. C'est plus juste rendu un pays qui produit, c'est aussi un pays qui achète et qui achète beaucoup, notamment du côté du tourisme, en Asie notamment. Le Cambodge, la Thaïlande, mais même la France sont rendus vraiment dépendants au tourisme chinois. Juste pour vous donner une idée de son importance, le Cambodge et la Thaïlande, même s'ils sont à côté du pays, même s'il y a l'épidémie, ceux-ci ont refusé de fermer les frontières aux Chinois tellement que les pays sont dépendants au tourisme chinois. D'un autre côté aussi, il y a tout le volet manufacturier. On sait qu'à cause du Nouvel An chinois, les usines ont été fermées pendant un certain temps et ensuite, à cause de la pandémie, les usines ont continué à être fermées ou à tourner au ralenti. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'usines qui avaient besoin de pièces qui sont rendues incapables de produire. Il faut savoir que le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, c'est vraiment des économies imbriquées ensemble, qu'un pays fabrique une pièce, l'envoie à l'autre place se faire traiter, c'est remonté dans un quatrième pays. Donc, il y a des usines, notamment Hyundai et maintenant Nissan, qui ont dit que leur production allait être vraiment impactée là-dessus parce qu'il y avait certaines pièces qui devaient arriver de Chine et que, justement à cause de la baisse de la production, ceux-ci n'arrivent pas. Donc, c'est vraiment toute la chaîne de production qui s'en va impacter. Une autre chose qu'il faut voir aussi, c'est la demande en matière problème qui est fortement impactée, notamment en Afrique, qui est un gros fournisseur de matières premières pour la Chine. Et ceux-ci sont notamment très endettés vis-à-vis de la Chine. Donc, si la Chine arrête d'acheter leurs produits, ils ne seront pas capables de repayer leurs dettes envers la Chine. Finalement, la dernière chose que je voudrais apporter, c'est sur le trafic maritime. Pour savoir, il y a un indice qui mesure le trafic maritime mondial qui s'appelle l'indice BBI et celui-ci montre que depuis début janvier, le trafic maritime mondial est plus bas qu'en 2008 lors de la dernière crise économique. Et donc, oui, beaucoup de conséquences économiques, mais outre la partie économique, la situation aussi apporte un lot de problèmes du point de vue international. Oui, il faut savoir que la Chine a vraiment une mauvaise réputation du côté sanitaire depuis la crise du SRAS en 2002-2003. Les autorités avaient vraiment caché la situation vraiment longtemps et depuis ce temps-là, côté sanitaire, les autorités mondiales ont vraiment des doutes par rapport à la Chine. Il faut savoir une autre chose, c'est que le président chinois Xi Jinping a vraiment essayé de mettre le pays en avant comme étant un modèle mondial à suivre. Il faut savoir que la Chine est en train, tranquillement, pas vite, de faire sa transition pour devenir le numéro 1 mondial dans plusieurs domaines. Et justement, à cause de ça, la Chine est de plus en plus importante dans les organisations internationales, est de plus en plus influente dans les normes internationales, les normes de production, les normes sanitaires, etc. Donc, cette grosse crise-là, si la Chine ne serait pas capable de la gérer, on va voir, ça c'est le temps qu'ils vont nous dire, mais si la Chine ne serait pas capable de gérer la situation promptement, ça va vraiment influencer l'image que le pays a à l'international. Et après ça, peut-être que les autres pays qui hésitent entre choisir leur camp américain ou le camp chinois pourraient peut-être se demander, ouais, est-ce que c'est un pays qui est capable de gérer le monde s'il n'est pas capable de gérer une crise au sein de son pays? Oui, donc ça va être à surveiller tout ça. C'est certain qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ce fameux coronavirus qu'on appelle aussi le COVID-19 maintenant. Benoît, tu nous avais fourni un lien aussi où, c'est ça, on peut aller suivre, je pense, le nombre de cas répertoriés. Oui, c'est un site qui est géré par l'Université Harvard aux États-Unis. Et c'est un site qui répertorie tous les cas
Vraiment, plusieurs fois par jour, il y a des updates là-dessus, il y a des mises à jour. Donc, si vous voulez, pour les personnes qui sont hypochondriaques et qui veulent voir à quel point que l'épidémie se propage, c'est vraiment un site sérieux et aussi un site qui donne beaucoup d'informations justement sur la propagation de ce virus-là. Parfait. Donc, on va aller, je vais mettre ça en fait sur notre site internet, le radio-acton.com, sur la même page que l'entrevue. Benoît Lapierre, politologue, on se reparle la semaine prochaine d'un autre sujet international, de politique internationale. Merci, bonne journée.